Dans l'ex-Allemagne de l'Est, les usines propriétés du peuple, selon leur dénomination de l'époque, ont plus que perdu de leur superbe. Et de nos jours, il n'y a plus guère que ces panneaux pour matérialiser l'ancien rideau de fer. On le sait, depuis plus de 20 ans, la frontière est ouverte, tandis que la saignée, jadis pratiquée dans la forêt pour déployer les barbelés et élever les miradors, commence à se refermer. Des années de plomb, il subsiste des témoignages partout. Mais ce qui est en réalité si proche paraît aujourd'hui terriblement lointain. Et au pied de cette stèle, les fleurs n'en finissent plus de se dessécher. Dans les villages, le bâti bien uniforme et bien sévère a pris des couleurs. Et sur les maisons plus anciennes, on n'hésite pas à mettre en valeur des lignes plus fantaisistes que celles du parti. Mais l'auteur du Grand Manifeste a encore de beaux restes. Car une quinzaine de ces 151 T, trapues, massives, mais racées, sont encore bien vivantes sur le réseau à voie métrique du Harz. Un chemin de fer musée richissime, où l'on trouve aussi des machines plus anciennes, comme cette 131 T d'avant-guerre. C'est au petit dépôt de Gernrode que la 99 6001 reçoit son plein de charbon, d'une grue à peine plus jeune qu'elle. Et bien vite, nous la retrouverons en ligne, en tête d'un omnibus délicieusement léger et donc parfaitement authentique. Authentiques aussi, les maisons des villages. Et très caractéristique, la silhouette de la locomotive. Tout comme sa décoration, avec cette alliance on ne peut plus teutonne du noir et du rouge. Plus âgée encore, voici une Mallet de 1918. Une machine à remonter le temps, mais aussi les fortes rampes. La 5906, tout juste sortie d'atelier, affronte gaillardement une déclivité de 30 pour 1000. Avant de se prêter au petit jeu du « je tire, je freine » sur les dents de scie du plateau. Mallet 131T pour les beaux dimanches ensoleillés, mais pas seulement. Car dans le Harz, les trains historiques roulent tous les jours, toute l'année.
Le Harz. À 500-600 mètres d'altitude, c'est un peu le massif central de l'Allemagne septentrionale. Et comme le Mézenc ou l'Aubrac, le Brocken barre l'horizon, à très exactement 1142 mètres. Un désert de verdure? Pas vraiment. L'ensemble est sillonné par un véritable réseau à voie métrique, que nous allons entièrement parcourir, en commençant par la ligne de la vallée de la Zelke. Tout débute à Quedlinburg, dominé depuis 900 ans par son château. Bien avant d'avoir été tête de ligne, la ville fut le berceau du Saint-Empire romain germanique. Et les drames du siècle dernier ont miraculeusement épargné la cité, qui appartient aujourd'hui au patrimoine mondial de l'UNESCO. Quel que soit le quartier que l'on arpente, où que se tourne le regard, les maisons à colombages sont partout. C'est à beaucoup d'égards l'héritage d'Henri Loiseleur, ainsi dénommé parce que passionné de chasse aux faucons et élu, oui, élu, roi de Germanie en 919. Nous vous ferons grâce du millénaire qui s'ensuivit, dont on sait qu'il fut passablement mouvementé, et préférerons nous attarder sur l'aboutissement. Un cadre on ne peut plus romantique et une réelle douceur de vivre. Dès les premiers rayons de soleil du printemps, on s'installe aux terrasses. Sur la fort belle place du marché, bien sûr, mais aussi dans toutes les ruelles des alentours, où, du lointain empire, subsiste l'harmonie entre un mode de vie romain et un décor germanique. Autre témoignage du passé, tout proche celui-ci, et que cultivent bien des familles. Car ils sont encore nombreux, ceux qui bichonnent les Wartburg de l'ancienne République démocratique, dont 2 des 4 décennies sont résumées dans cette image. Nostalgie? Pour les belles mécaniques sur rail comme sur pneus, c'est toute une population qui la cultive. Parti de Quedlinburg, voici plus de 3 quarts d'heure, voici la 99 7238. La 38 pour les intimes. C'est après 18 km de parcours, ce qui nous fait un bon 22 km/h de moyenne, que tout un groupe descend du train à l'arrêt de Megdesprung. D'ordinaire, la petite gare est bien peu fréquentée. Mais ce jour-là, nos voyageurs vont y prendre une correspondance, assurée dans des conditions on ne peut plus traditionnelles. Fouette cochée, c'est parti. Les 2 attelages vont maintenant emprunter la petite route en cul-de-sac qui conduit à leur destination. Une auberge perdue au fond de la vallée. Il paraît que c'est une très bonne adresse. Et après ces épicuriens, le train suivant amènera peut-être des randonneurs aguerris qui auront choisi, eux,
d'arpenter le sentier qui longe le temple. Autre pur et dur, mais cet élagage sommaire n'a pas pour but premier d'assurer l'entretien de la nature. Le champ qui doit être dégagé est celui d'une prise de vue, dont on devine déjà l'objet. Car notre 38 poursuit son ascension. Aux abords d'Alexisbad, la rampe s'adoucit, les courbes s'espacent, puis, du côté de Strasberg, la vallée commence à s'ouvrir. Et sur la rive du lac de Güntersberg, la 151 se sent pousser des ailes jusqu'à approcher sa vitesse limite, 40 km/h. C'est ici que s'arrêteront les voyageurs en quête de bonheur simple. À moins qu'ils ne choisissent de pousser jusqu'à Stiege, où ils trouveront un autre plan d'eau. Après 44 km et 2 bonnes heures de vrai train, c'est la destination romantique idéale, avec son église et son château. Le voyageur vapeur se doit aussi d'aborder le Harz par sa face nord-ouest pour traverser le massif de part en part. À Wernigerode, comme à Quedlinburg, un château domine toute la Seine. Mais celui-ci a été profondément remanié au XIXe, dans un style délicieusement baroque. Ici, comme dans toute l'Allemagne, on adore les belles voitures. Mais le cœur de ville reste le domaine des piétons. Et s'il n'y avait cet arrière-plan de colombage, le marché ressemblerait presque à celui d'Uzès ou de Manosque. C'est bien connu. Plus le ciel tend à rester gris, plus les hommes introduisent de couleurs. Et ça se vérifie aussi bien sur certains étals qu'avec les dorures de la fontaine des donateurs. Sur la place du marché, on trouve aussi la nourriture de l'esprit. Et il est bien rare de ne pas y voir un prof résumer pour ses élèves les 5 siècles d'histoire de l'hôtel de ville. Avec la fontaine, le baroque virait au rococo. Mais là, nous atteignons le kitsch. Irrésistible, non ? Ce monument-ci est plus austère, mais dès le hall d'entrée, l'art y a aussi droit de cité. Dans le registre de ce réalisme socialiste qui ambitionnait d'éduquer les masses. Aujourd'hui, dans le vaste atelier de Wernigerode, des hommes continuent à faire vivre un parc de 25 locomotives à vapeur. Et nous nous devions, nous aussi, de saluer leur travail, fût-ce dans un autre langage. Comme l'usine Karl Marx ne fournit plus les pièces de rechange, on s'en doutait un peu, tout, absolument tout, doit être usiné à l'unité pour entretenir les belles 151.
et pour assurer un service que l'on sait intensif. Pour de tels travaux, la qualité résulte de l'expérience et sa pérennité est assurée par la transmission du savoir. C'est d'un ancien que ce jeune a tout appris. Et c'est grâce aux soins que leur prodiguent les générations qui se succèdent que les locomotives continueront de rouler. Dans la technique en général, et au chemin de fer en particulier, il n'y a pas de place pour l'à peu près. Il suffit de voir le soin qu'apporte cet homme à l'emmanchement d'une bague dans une tête de bielle. Falsch herum, das ist nicht schwer. So passt es besser. Ja? À un poil près? Oui, mais à un poil très, très fin. Indispensable rappel. Dans quelques jours, lorsque ces bielles seront remontées, elles devront transmettre à chaque coup de piston et pour chaque tour de roue un effort de plusieurs tonnes. L'entretien des chaudières est tout aussi rigoureux que le travail du mécanisme. Ici aussi, il faut concilier force et précision dans chaque réglage, dans chaque ajustage, en prévision d'une pression qui s'élèvera à 14 bars. Et ici aussi, la tâche quotidienne des hommes de l'atelier est, pour le moins, assez éloignée de l'image attendrissante du petit train qui s'en va dans la campagne. Mais le réalisme vaporiste peut faire bon ménage avec la poésie du rail. Gare de Wernigerode. Le train 89-29 ne restera à quai que le temps de la montée des voyageurs pour Nordhausen. Et il prendra très vite le départ. Dès les premiers tours de roue, on ne peut pas éviter la carte postale de la Westerntor, la porte ouest de la ville. Mais il nous faut aussi faire les présentations. À la conduite, voici Jens. Et à la chauffe, voici Daniel. Le voyage débute sur le mode pépère, en profil facile et à vitesse modérée dans les faubourgs du chef-lieu de canton. Et c'est peu après le kilomètre 5 que le train laisse la ville derrière lui pour pénétrer dans la forêt. La courbe serrée plante le décor. Nous sommes bel et bien sur un tortillard. Mais un tortillard actif, qui rencontre son premier train croiseur après moins de 20 minutes de trajet. L'horaire, comme le règlement, impose l'arrêt
à Steinerne Rennes. Et au pied d'une longue rampe de 30 pour 1000, les connaisseurs vont apprécier le démarrage. Dans un premier temps, Jens agit tout en douceur pour éviter le patinage. Puis il ouvre résolument son régulateur. Désormais, la bête donne toute la puissance de ses 700 chevaux. Et il va falloir la nourrir. Un tortillard, dit Jules. Mais seulement vu de l'extérieur. Sur la machine, c'est du viril. Après la traversée de l'unique tunnel du réseau, la trouée récemment pratiquée par les forestiers révèle l'altitude que le train a déjà gagnée. Et on ne faiblit pas. Pendant toute la montée, Jens et Daniel réussiront à maintenir la vitesse de 30 km/h. Une performance avec à peine une demi-douzaine de chevaux par tonne pour cette composition bien fournie. La machine a de la ressource. L'homme aussi, qui doit prendre la pelle plus que souvent. Enfin, Jens peut refermer son régulateur. Au sommet de la rampe, voici Dreiannenhohne. À 540 mètres d'altitude, c'est une petite gare bourrée de charme et où nous sommes très attendus. Par bon nombre de voyageurs, mais aussi par deux autres trains. De droite à gauche, la queue d'un Nordhausen-Wernigerode, la locomotive d'un Dreiannenbrocken et notre Wernigerode Nordhausen qui fait son entrée. Dès l'arrêt, Daniel descend. Ici, tous les trains doivent prendre de l'eau. Certes, nous n'avons parcouru qu'une quinzaine de kilomètres, mais en rampe continue, la machine est du genre assoiffée. Et la contenance de ces caisses à eau ne dépasse pas 8 mètres cubes. De son côté, Jens doit apporter un petit complément d'huile à la pompe à air. Et à 15h40 précise, c'est déjà le départ.
En sortie de gare, notre train est aiguillé vers la gauche et il laisse sur sa droite la ligne qui va grimper jusqu'au sommet du Brocken. Pour nous, le plus dur est fait. Dreihanen n'est pas que le début du parcours sur le plateau, mais c'est aussi le point culminant du voyage. Dans la pente, l'équipe s'offre un instant de répit, mais ça ne durera pas. Comme chacun sait, les plateaux ne sont jamais plats. Et très vite, il faut à nouveau tirer. Avec un profil en dents de scie, Jens doit agir sans cesse sur son régulateur, tandis que Daniel anticipe. C'est pendant l'intermède pente qu'il injecte de l'eau dans la chaudière, pour que le niveau soit suffisant au moment d'aborder la rampe suivante. Après Elend, un coup de collier, suivi d'un dos d'âne presque imperceptible en pleine forêt. Puis vient la descente sinueuse dans un vallon perdu. Au beau milieu de nulle part, le train s'immobilise pour desservir la poignée de maisons qui forment le village de Zorg. Pendant l'arrêt, Daniel reprend l'appel, en prévision d'un nouveau démarrage en rampe. Et c'est encore une succession de hauts et de bas, de sapinières obscures et d'étendues ouvertes. On se croirait presque du côté de Saint-Agrève, où, aux côtés des Malais du Cru, les 151 du Harz auraient sûrement fait des merveilles. Après Benneckenstein, nous passons définitivement en dessous du seuil des 500 mètres. Il n'y a plus qu'à se laisser couler.
Enfin, au terme d'une longue descente dans un vallon inhabité, le train retrouve le genre humain. Eisfelder Talmühle. Tout au fond de la vallée, c'est encore une gare bistrot. Mais à 2 pas d'ici, ce sera plutôt Bar Amin. Si le chevalement n'est qu'une reconstitution, la collection de véhicules à voie étroite, elle, est entièrement d'époque. Berline à charbon, tracteurs électriques ou thermiques, wagons pour le transport des mineurs. L'histoire a débuté voici près de 300 ans. Et, comme bien souvent, c'est grâce à une association qu'elle continue. Au terme d'un demi-kilomètre de parcours un brin anxiogène, le train va s'arrêter et les visiteurs vont en descendre pour écouter les explications d'un fils et petit-fils de mineurs, Uwe. Das war auch relativ erfolgreich. Dann gibt es da drumherum eben noch die eine oder andere Lagerstätte. Auch Fluss- und Scherspat ist im Harz zum Beispiel abgebaut worden oder Schwefelkies und unter anderem eben auch Steinkohle. Aber das muss man eben zugestehen, die Steinkohle war nicht der große Wirtschaftsmotor. On apprend ainsi que, si le Harz a longtemps été une passoire truffée de mines, Rabensteiner Stollen fut l'une des rares dont on extrayait le charbon, qui est lui-même un lointain, très lointain, descendant des arbres, dont on a vu qu'il ne manque pas dans la région. Au cours de la visite, on doit aussi imaginer ce que pouvait être le travail dans les galeries. Et notre guide nous gratifiera même d'une initiation au marteau-piqueur. Après 1 heure sous terre, c'est à pied que nous regagnerons le jour. Le grand jour même, car c'est sous la puissante lumière du soir que notre 151 achèvera son voyage. Et bientôt, sans transition, notre train va changer de monde. Nous sommes déjà dans les faubourgs de Nordhausen. Ilfeld, tête de ligne du service local. Depuis des décennies, celui-ci incombait à des autorails sans âge. Mais il vient de prendre un joli coup de jeune. Duo, c'est le nom du tramway bimode qui, après la banlieue, va traverser toute la ville jusqu'à l'hôpital. C'est donc sur son diesel que la rame va parcourir les 11 km qui séparent Ilfeld de la gare terminus de Nordhausen. Terminus, pas pour tout le monde. Le tram quitte les rails du Harz pour entrer en ville. À l'arrêt Bahnhofplatz, il suffit de lever le panneau. Et le duo va maintenant assurer un service urbain. Le tram-train électrique et diesel. En voie métrique, c'est unique. Nous ne vous convierons pas au tour de ville.
Nordhausen manque cruellement de cachet. Il faut dire qu'en avril 1945, elle a été anéantie par les bombardements. Et il s'y est passé bien d'autres horreurs. Cette locomotive en ruine est l'un des vestiges d'un lieu où l'atrocité a atteint des sommets et où l'humanité a touché le fond. Le camp de concentration de Dora Mittelbau. Aujourd'hui, c'est un mémorial qui témoigne ô combien pudiquement des peines endurées par les 60 000 déportés que l'on a amenés ici pour les forcer, dans des conditions qui touchaient à l'indicible, à assembler les fusées V1 puis V2. Après avoir été libéré par les Américains, le camp a été rasé par les Soviétiques. De nos jours, plus rien ne subsiste des dizaines de baraquements qui ont occupé cette combe dans laquelle il semble bien que la nature tarde, plus qu'ailleurs, à reprendre ses droits. Quant à la gigantesque usine d'armement souterraine, il ne reste que les traces des entrées des galeries. Froid dans le dos? Comme nous, vous préférerez prendre l'expression au sens propre. Car c'est au plus fort de l'hiver qu'il faut faire l'ascension au Brocken. Rappelez-vous, tous les jours, toute l'année. Tout en bas, le train a débuté sa course dans la grisaille, mais dès les premières hauteurs, c'est le grand soleil qui l'attend. Et pas seulement. À Dreihanen, si l'animation n'est pas celle des beaux dimanches de printemps, il y a toujours des candidats au voyage. « 9h48. Arrivée du train 89-31. Comme il se doit, le chauffeur se précipite sur la grue hydraulique. Et, comme il se doit aussi, le mécanicien fait un tour rapide de sa machine. « 10h05, départ. Pour l'équipe de conduite, c'est la routine. Pour nous, c'est un très grand moment de chemin de fer qui débute. Même sous un tout autre aspect, on reconnaît le site où bifurquent les lignes de Nordhausen et du Brocken. Pour celle-ci, c'est à cet endroit précis que l'on attaque la rampe. Une
déclivité de 30 pour 1000, parfois un peu plus, en continu sur 19 km. Aucun doute, si le Brocken est l'emblème du Harz, la ligne qu'il escalade est un monument de la vapeur. Un instant seulement, l'effort pourra se relâcher. Le train fait halte en gare de Schirke, le temps d'achever de faire le plein de voyageurs. Et, après une poignée de minutes d'arrêt, le train repart à la conquête du sommet. Conquête, ou plutôt une reconquête. Car 3 décennies durant, les trains n'ont pas dépassé Schirke. Le Brocken, tout proche de la frontière Est-Ouest, était zone interdite. Seuls les véhicules tout-terrain de l'armée est-allemande y avaient accès. Mais au lendemain de la réunification, c'est tout un peuple qui a voulu se le réapproprier. Celui-là même qui, aujourd'hui, fréquente si assidûment les trains qui gravissent cette montagne sur laquelle les légendes anciennes et l'histoire contemporaine ne cessent de se bousculer. Enfin, le paysage commence à s'ouvrir. Très progressivement, la sapinière s'éclaircit et, bientôt, on ne trouvera plus que des bosquets d'arbustes rabougris, bloqués dans leur croissance par les grands vents et les grands froids. Sur les flancs du Brocken, comme partout ailleurs, le postulat du chemin de fer de montagne se vérifie. Plus c'est haut, plus c'est beau.
L'ascension s'achève par une spirale, dont le rayon diminue au fur et à mesure que l'on approche du sommet. Et après une demi-heure d'effort ininterrompu depuis Schirke, mais aussi après avoir gagné très exactement 891 mètres d'altitude depuis son départ de Wernigerode, le train ralentit sur les aiguilles qui marquent l'entrée de la gare Sommittal. Ainsi prend fin le morceau de bravoure pour qui s'intéresse à la technique ferroviaire. Ainsi arrive-t-on dans un site chargé d'histoire pour d'autres. Ainsi s'annonce tout simplement une belle journée au grand air pour la majorité. Ja, ganz toll. Super. Aber ich kann ja gar nicht da hoch. Le Brocken. Altitude 1125 pour la gare, 1142 pour le sommet proprement dit. Le dôme de granit, point culminant de toute l'Allemagne du Nord, domine tout un océan de plaine. Et il est lui-même coiffé de bâtiments jadis militaires devenus musées ou hôtels. Voici guère plus de 20 ans, les antennes écoutaient la propagande impérialiste et diffusaient la bonne parole marxiste-léniniste. Aujourd'hui, les ondes qui transitent ici véhiculent les conversations de millions de téléphones portables et des programmes de télévision qui ont certes bien changé, mais dont on n'est peut-être pas obligé d'affirmer qu'ils ont beaucoup progressé sur le plan intellectuel. En définitive, ce qui compte est que tous y trouvent leur compte. La montagne, jadis interdite, offre des possibilités de randonnée infinies. L'affectation disciplinaire d'hier figure à nouveau parmi ces rares lieux où l'hiver est beau. Et la voie ferrée, un temps désaffectée, revit, avec ses locomotives bientôt sexagénaires, qui accomplissent des performances au quotidien. Et le dernier train de la journée d'entamer sa descente sous le soleil déclinant. Et deux questions de se poser pour le visiteur étranger. Cette nation ne serait-elle pas exclusivement composée de ferroviphiles? Et ne serait-ce pas le fruit du travail de ces hommes qui ont rouvert ces lignes et de ceux qui y font rouler ces locomotives? Tous les jours, toute l'année.